D'abord, je leur souhaite le bonjour. Je me présente donc Didier Pénissard, je suis formateur. Je suis auteur de près d'une quarantaine de programmes en développement personnel, un peu plus que ça, et dans des guides de pratique à peu près une vingtaine. Alors, vous avez effectivement un PowerPoint que Caroline nous a gentiment montré ce soir. Enfin, c'est pas un PowerPoint, mais en tout cas un plan de conférence. J'aime bien travailler avec un plan de conférence parce que ça permet de garder sa pensée focalisée sur sur le thématique. Et la thématique ce soir, c'est comment trouver votre voie avec vos rêves. Alors, on peut peut-être s'interroger sur la relation qu'il y a entre trouver sa voie et puis la notion des rêves, le monde onirique. Il ne s'agit pas des rêves que l'on fait à l'état conscient, mais bien des rêves que l'on produit lorsqu'on est dans un état de sommeil. Alors, je vais un petit peu d'abord mettre l'accent sur la notion de trouver sa propre voie. Qu'est-ce que c'est que son chemin de vie et qu'est-ce que ça nous apporte dans notre existence si on a trouvé notre voie et si, a fortiori, on ne l'a pas trouvé. Peut-être que, sans doute, c'est le cas. Il y a beaucoup de gens ici qui sont présents, qui n'ont pas trouvé leur voie et qui la cherchent. Et c'est bien tout à fait normal de chercher, en tout cas, de tenter de commencer ce cheminement et ce travail intérieur. Alors, quel est l'intérêt d'abord de trouver sa propre voie? Alors, depuis des milliers d'années, que ce soit des traditions, que ce soit des philosophies, que ce soit même des religions, que ce soit tout simplement un parcours personnel, en tout cas souvent en philosophie, on le dit, on parle que tout un chacun, nous avons tous, de manière individuelle, de manière personnelle, intrinsèque, un chemin de vie. Mais que ce chemin de vie ne nous est pas donné comme ça, c'est-à-dire que nous n'avons pas la carte d'état-major qui nous est donnée à la naissance en disant ben, désormais vous ferez ceci ou vous ferez cela. Non. La vie, par son mystère, nous dit que nous avons ce chemin, mais que ce chemin, nous devons le chercher, nous devons le trouver. Et les extrêmes orientaux nomment cela, comme c'est écrit d'ailleurs, le Tao, une sorte de chemin. Les Japonais disent un Tao. Et donc, certains vont passer toute leur vie à chercher le Tao. Alors, plus on le découvre tôt, mieux c'est. Plus on est dans sa voie, plus on est en quelque sorte dans une direction où on a la sensation d'être dans le sens du courant. Car quand on rame à contre-courant, ben, vous le savez comme moi, qu'on fatigue, on s'épuise, et puis on n'avance pas vite, et on peut même ne pas avancer, voire même reculer, parce que le courant est trop fort. De la même manière, si on va dans le sens du courant, ben, on accélère, on fait beaucoup moins d'efforts, on se sent plus à l'aise, et puis on a l'impression que les choses se déroulent de manière naturelle et fluide. Donc on a un devoir, je le pense, je ne suis pas le seul, hein, de chercher sa voie. Et c'est pas parce que vous l'avez pas trouvé pendant des années, peut-être que vous dites, ah ben, je suis peut-être trop âgé maintenant. Non, il n'est jamais tard de trouver sa voie. Bien au contraire, je pense que même ça a un impact sur notre vie d'aujourd'hui. Peut-être s'il y a une vie après, je pense que ça a un impact. Voyons d'abord les inconvénients de ne pas trouver sa voie. Je pense qu'il faut trouver une motivation à dire ben, je vais entreprendre cette démarche, je vais m'initier à cette recherche qui est une recherche intérieure. Quand on ne trouve pas sa voie, la première chose, c'est qu'on se sent profondément frustré. Une frustration qui peut être inconsciente, mais aussi une frustration qui peut à la fois se manifester par la sensation qu'on a raté sa vie. En tout cas, si c'est dans le présent, on la rate. On a l'impression que ça va pas. On se dit, mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je m'ennuie à faire ça? Pourquoi je suis pas bien dans mon travail? Pourquoi je suis pas bien dans mon être à l'intérieur? Bon, il y a un malaise intérieur et on se sent frustré parce qu'on se dit que les jours passent, les mois passent, les années passent et finalement, au final, on n'est pas bien. Et ceci a pour conséquence d'engendrer ce qu'on appelle une forme de mal-être ou de souffrance, appelez ça comme vous voulez. La personne n'est pas bien et
Je pense qu'une grande partie des gens qui sont en souffrance dans leur vie existentielle, je parle pas parce qu'ils ont subi tel ou tel problème. Tout le monde trouve a des problèmes, même si on a trouvé sa voie, les problèmes seront là. Je tiens à vous rassurer, ils vous suivent quand même. Mais en tout cas, on franchit les étapes avec différemment. Mais quand on est au contraire, quand on n'a pas trouvé sa voie, tout devient plus difficile, tout devient plus lourd, tout devient plus pesant, et puis on s'épuise, on s'épuise. Au final, enfin en tout cas, c'en est la conséquence, c'est que on a l'impression que lorsqu'on n'a pas suivi sa voie tout au long de son existence, c'est que on a la sensation d'échouer, hein, la sensation d'avoir échoué dans sa vie. Alors peut-être que sur le plan symbolique, pour d'autres personnes, ça n'est pas le cas. Moi, je connais des gens qui ont particulièrement bien réussi sur le plan matériel, mais si on leur pose la question, est-ce que vous étiez bien dans votre existence, la réponse c'est non. Et donc, à partir de là, il y avait donc une sorte de mal-être et que la personne dit finalement dans sa vie, lorsqu'elle arrive au terme de sa vie, bah, j'ai échoué. Donc, Caroline, si vous pouvez passer à la suite du plan, s'il vous plaît, de cette conférence. Donc voilà, donc, on voit les inconvénients de ce que c'est que de ne pas trouver sa voie. Alors, juste un truc, Bah, apparemment, oui, le chat fonctionne puisqu'il y a Patrick qui a réussi à écrire oui, dedans. je viens de le constater, effectivement, petit miracle. Ouais. Maintenant, on va s'intéresser à l'effet inverse, c'est-à-dire les personnes qui ont trouvé leur voie, qu'est-ce que ça apporte dans leur existence? Quels sont finalement les effets bénéfiques d'un changement de vie où on a trouvé sa propre voie? Bah, les avantages sont nombreux, je les ai un petit peu marqués, mais sans doute il y en a beaucoup plus que ça. Trouver sa voie, trouver son chemin de vie nous permet d'abord de mieux nous connaître. Vous connaissez tous l'adage qui date connais-toi toi-même et tu connaîtras tout l'univers. Je pense que celui qui se connaît mieux, ça sous-entend quoi? Parce qu'on peut dire se connaître, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, on va y revenir, mais je commence déjà un petit peu à initier ça. Se connaître, ça veut dire commencer déjà à savoir quelles sont nos propres potentialités et nos talents. Nos talents qui sont souvent cachés, endormis, ils sont sous d'épaisseur de peur, de crainte, de croyance. Mais quand on a trouvé sa voie, on a enlevé la couverture, cette espèce de pèse couverture, ces strates de couverture, et on découvre que l'on a des potentialités, des capacités absolument étonnantes. Je vais vous donner un exemple qui me vient à l'esprit, et notamment avec la notion des rêves, mais une personne que j'ai connue qui a trouvé sa voie à peu près à l'âge de 40-45 ans, donc elle est déjà très mûre, euh, elle a complètement tout bazardé dans son existence parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle était complètement à contre-courant et elle a révélé qu'elle avait un potentiel dans un domaine qui était la recherche sur les papillons. Je vous en parlerai tout à l'heure parce que c'est assez amusant. Et pourquoi les papillons? Elle ne sait pas elle-même, mais pourtant elle avait cet intérêt, mais elle l'avait complètement évacué. Presque elle le rejetait. Jusqu'au jour où elle a fait l'expérience que c'était ça. Et elle a réussi, malgré tout à son âge, à reprendre des études et à faire ça. Donc vous voyez comme quoi on peut apporter ça. C'est aussi un formidable outil de sérénité, de paix intérieure. Non pas qu'on n'est pas soumis à des stress, comme tout un chacun, on est soumis aussi à des tensions, mais quand on est dans sa voie, en tout cas, il y a une certaine tranquillité sur notre avenir. On sait que finalement, on est en harmonie avec l'être profond dans lequel on est. Et quand on se sent en harmonie, on n'est pas en tension, on n'est pas en opposition, et donc ça permet d'éviter certaines tensions. Surtout, l'avantage, c'est de découvrir sa vocation. Alors la première chose qui me vient à l'esprit, c'est des vocations notamment professionnelles. Euh, Lorsqu'on découvre sa voie, ça peut quelquefois mettre un peu le bazar autour de nous parce que on est dans un monde un peu stéréotypé où on nous dit voilà, tu feras ceci, tu feras cela.
Et puis, quand on découvre sa voix, des fois, on s'aperçoit qu'on n'est pas du tout dans l'harmonie et avec ce qu'on est au fond de soi-même. Mais il est important de suivre ce cheminement sans faire la révolution, c'est-à-dire de ne pas non plus du jour au lendemain tout bazarder, son métier, son travail, parce qu'il faut quand même faire attention à ça, mais essayer de s'accorder en étant de plus en plus en adéquation avec sa propre voie personnelle, y aller progressivement et puis petit à petit prendre ce chemin. Donc épanouissement professionnel, ça veut dire, c'est large, hein, ça veut dire aussi de se réaliser, de s'épanouir dans ce que l'on fait. Moi, je peux vous assurer, quand on a trouvé sa voie, on rencontre des obstacles comme les autres, on rencontre des difficultés pareilles, mais, et ça c'est important, on trouve l'énergie nécessaire, la force et la persévérance nécessaires, alors que si on n'est pas dans sa voie, les premiers obstacles, les premières difficultés ont tendance à nous décourager. C'est-à-dire que très vite, on n'a pas la pêche pour pouvoir rebondir, etc. Mais quand on est dans sa voie, enfin en tout cas c'est l'observation que j'ai faite en modélisant les gens qui avaient trouvé leur voie, quand ils rencontraient des obstacles quelquefois gigantesques ou peut-être même des situations où il y avait des échecs, mais c'était des échecs momentanés, eh bien, comme ils avaient trouvé leur cheminement, ils les franchissaient avec beaucoup plus de détermination que les autres et plus de sérénité que les autres, parce qu'au final, ils savaient qu'ils allaient gagner. Enfin, c'est un moyen de s'accomplir, parce que, au sens avec un grand A, hein, l'accomplissement de personnel, c'est considérer que dans notre vie, sur Terre, on a quelque chose à réaliser. Quoi? Ben, il faut le découvrir. On a ce chemin, c'est pas simplement que de le suivre, c'est pas simplement que d'avancer, mais c'est aussi de faire un accomplissement. Et quand on a fait cet accomplissement, ben, on peut dire qu'on a, entre guillemets, réussi son existence. Bien, on peut passer au troisième Par rapport à l'accomplissement. L'accomplissement, oui, l'accomplissement personnel. Ouais, mais c'est quoi un accomplissement? C'est la réalisation de quelque chose de concret? Oui, ça peut être effectivement, en général, c'est ça. C'est-à-dire l'accomplissement, c'est le fait de laisser une trace et un sillon dans son existence. Vous savez, quand un agriculteur il prend son tracteur et qu'il laboure, il laisse une trace derrière. Bon. Et ben là, c'est pareil. C'est-à-dire quand on accomplit quelque chose, un accomplissement qui soit bien évidemment en liaison avec ce cheminement, cette voie, eh bien, on laisse quelque chose qui, le jour où on partira, le plus tard possible, mais le jour où on partira, on aura accompli quelque chose, on aura laissé alors l'accomplissement, plus matériel, oui, la notion de matérialité, on peut en discuter, hein, ça peut être une œuvre. Si c'est une œuvre, si c'est quelqu'un qui va, je sais pas moi, qui s'est mis à peindre parce qu'elle a découvert que sa voie c'était peindre, une autre, c'est par exemple, je sais pas moi, la décoration. L'autre, ça va être de s'occuper de plantes, d'animaux, ou de réussir quelque chose qui est vraiment matériel. Peu importe. Mais du moment que la personne considère que c'est tout à fait dans cette voie, qu'elle est en harmonie avec ça, c'est un accomplissement. C'est pas quelque chose de subjectif, c'est quelque chose de concret. Merci. Et il y a Patrick qui dit qu'il a reçu en rêve conscient le mot télépathie. Alors on abordera, si vous voulez, question de télépathie. Pour moi, selon moi, c'est un domaine qui est basé sur le domaine de l'intuition. Les rêves sont des vecteurs où l'intuition peut traverser, mais c'est un autre sujet et je pense que c'est plutôt la relation avec la thématique d'une conférence que l'on fera sur l'intuition. Même s'il l'a reçu pendant un rêve. Oui, parce que le rêve, par rapport à la notion de voie personnelle, de trouver sa voie, c'est une porte qui s'ouvre, mais qui n'est pas le même que celui de l'intuition. C'est pas la même voie, c'est pas la même stimulation, en tout cas neuronale. Ok. Donc Patrick, il faut que vous soyez là à la conférence du lundi
Ah, Fin j'ai août. envoyé le programme du mois d'août là aujourd'hui. Ça, c'est mon accomplissement du jour. J'ai réussi à envoyer le programme du mois. Génial. Ben voilà. Ouais, voilà. Donc, c'est sur la page que j'ai envoyée tout à l'heure. Et comme Alors, il y ça, a une différence entre un accomplissement du jour et l'accomplissement de sa vie, c'est différent. ouais, mais quand même. Voilà. On peut avoir des tout petits et des grands, grands, Oui, oui, grands. oui, on est bien d'accord. Mais oui, effectivement, ça peut faire partie du puzzle, du grand puzzle de sa vie. Oui, C'est ça. Donc, je change de page là, c'est ça? oui, s'il vous plaît. Est-ce que jusqu'ici, vous suivez tous, c'est pas de problème? Bien. Donc, nous allons poursuivre dans la troisième partie de cette intervention. Alors, pour trouver donc notre voie avec l'utilisation de nos rêves, de notre monde onirique, euh, il va falloir utiliser, comme utiliserait n'importe quel professionnel ou n'importe quel artisan, des outils. Alors, les moyens et les outils que nous allons voir, c'est des outils que vous possédez déjà finalement au fond de vous-même. Mais il y a de grandes probabilités que vous n'avez pas utilisé ces outils jusqu'ici. Vous les avez laissés de côté, vous les avez complètement négligés et vous n'avez pas à vous en vouloir parce que c'est notre mode de culture qui veut ça. En d'autres termes, lorsque on parle du monde des rêves, le monde des rêves n'est pas bien vu dans notre société. Dans les années 80-90, il y a un auteur qui s'appelle Pierre Flucher qui a écrit un livre qui a été bien vendu, qui s'appelait La Révolution du rêve. Peut-être que vous le trouverez sur Internet. Et lui, il avait fait beaucoup de recherches sur les potentialités que le rêve permettait à tout un chacun de développer. Et il avait imaginé que dans les années 2000, on allait utiliser le rêve aussi de manière aussi prépondérante, aussi importante que le monde extérieur. Il s'est trompé. C'est le contraire qui s'est passé, c'est le monde matériel qui a pris le dessus. Mais depuis quelque temps, le monde onirique revient en force parce que, en fait, il y a un changement de conscience. Je parle d'introspection personnelle parce que la démarche des rêves, lorsque l'on cherche à trouver sa propre voie, son propre cheminement, nous incite à retourner notre conscience sur nous-mêmes, c'est-à-dire de ne plus faire confiance qu'au monde extérieur pour essayer de résoudre ses problèmes, mais aussi pour pouvoir s'épanouir dans sa vie personnelle, professionnelle et spirituelle et culturelle et autres. On pourrait mettre tous les qualificatifs possibles. Le rêve nous incite à faire un retour sur soi. Et ce retour sur soi va dans le sens de vivre des expériences à l'intérieur de soi qui sont totalement nouvelles, c'est quelque chose qui est totalement novateur. Euh, le rêve est un outil méconnu parce que dès l'enfance, on nous dit que rêver, c'est pas bien. Que par exemple, dans une classe, si vous avez un enfant qui se met à rêvasser pendant un moment, bon, c'est pas bien. Alors, je dis pas qu'il faut rêvasser en classe, mais on sait aujourd'hui que d'un point de vue neurologique, il y a des moments, toutes les 45 minutes, il y a une perte de concentration chez les enfants. Et il y a un moment, il y a des ondes alpha qui se mettent à se produire dans le cerveau. Et le cerveau se recharge, c'est-à-dire que les neurones se rechargent par ces séquences de micro-rêves où, même s'il a les yeux ouverts, l'enfant se met à rêver. Donc c'est un moyen pour lui comment dire, de recharger la batterie de ces synapses et de ces connexions neurologiques. Et on voit ça d'un très mauvais œil, on va le disputer, on dirait oh arrête de rêver, etc. Donc ce qui fait que lorsqu'on arrive à l'âge adulte, ben, on a une image assez négative du rêve et on l'utilise pas parce qu'on nous a dit que ça servait à rien, etc. Et bien, pas du tout. Oubliez ça. Tout ce qu'on vous a dit est faux. Parce qu'en réalité, vos rêves sont des outils prodigieux et d'une puissance inimaginable pour arriver à euh, atteindre
si vous voulez, une connaissance de vous sans commune mesure. C'est-à-dire que ces outils-là du monde onirique vous permettent d'ouvrir non pas une porte, mais plein de portes du potentiel. Beaucoup de gens me contactent, bon, puisque je suis dans le développement personnel, savoir comment mobiliser son potentiel illimité, comment. Bon, il y a énormément d'ouvrages là-dessus, il y a énormément de conférences là-dessus, mais les gens sont en recherche. Ils savent qu'ils ont un potentiel, mais ils ne savent pas comment l'exploiter. Alors qu'en réalité, la réponse, elle est bien simple. Chaque nuit, on passe un temps, on va en parler, important à dormir, vous savez, 20 ans de sa vie en moyenne à dormir, et en moyenne 5 ans à rêver. Bien, si on peut passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors c'est marrant parce qu'on parle du chat, mais ça me fait penser au chat, et le chat est dort beaucoup, comme vous le savez, c'est un grand rêveur. Alors, donc, il y a une question de Lou qui nous dit, après avoir vu la vidéo d'un énorme rouleau d'eau dont on voyait au fur et à mesure de son déroulement la trouée en son milieu, j'ai rêvé d'une énorme vague tsunami qui allait submerger la maison où j'étais. Merci de votre explication si cela est possible. Une question de Lou. Alors, ma réponse, ça va être à peu près la même que tout à l'heure pour Patrick. Je pense que la personne qui dit ça pensait plutôt à un rêve prémonitoire, ce qui est possible. Mais ça ne veut pas dire foncièrement que c'est un rêve prémonitoire. Mais là encore, je me recentre sur l'intervention. Ce type de rêve-là n'est pas lié et n'est pas, en tout cas, associé à trouver sa voie. Quand on rêve de catastrophe, c'est plutôt du domaine de la précognition et de l'intuition. C'est-à-dire que là, on est plutôt dans quelque chose qui est de facultés dites extrasensorielles, qui fonctionnent, qui marchent, mais le rêve emprunte beaucoup ce genre d'outils-là, mais par contre, ça n'est. Oui, quand je vous parlais d'outils de porte, ben, vous voyez, le rêve peut employer des. Mais ça n'a rien à voir, en tout cas, dans la description qui est faite, avec un rêve pour trouver sa propre voie. Donc là, ça sera plutôt. Voilà. Bien, oui, c'est tout. Je vous dis, c'est très intéressant, mais c'est une autre capacité de l'esprit, plutôt du sixième sens, qui va emprunter les rêves pour pouvoir les rêver. Mais d'abord, essayez de voir ce que c'est qu'un rêve, parce que après tout, si vous vous posez la question, vous n'êtes peut-être pas certain d'y répondre de manière claire. Il faut savoir qu'il y a eu beaucoup d'expériences qui ont été faites dans la notion de rêve, notamment ce qu'on appelle des laboratoires de rêve. Alors, des laboratoires de rêve sont des gens qui dorment, ils sont payés pour dormir, pas mal, hein, et on leur branche des électrodes sur la tête pendant qu'ils dorment. Et ce que l'on sait, c'est que il y a un professeur en France, qui est le professeur Jouvet, qui a été pendant très longtemps le précurseur de la notion de l'explication de ce qu'est le rêve sur le plan scientifique. Et il a été le découvreur de ce qu'on appelle le rêve paradoxal. Le rêve paradoxal, c'est quoi? D'abord, on rêve toutes les 90 minutes. Lorsqu'on dort, grosso modo, toutes les 90 minutes, une sorte d'oscillation comme ça, qui fait que au moment proche du réveil, on se met à rêver. Et puis après, on retombe dans les sommeils qui est profond, puis très profond, et là, on ne rêve jamais. Et quand on remonte, qu'on va vraiment presque se réveiller, juste avant l'instant où on va se réveiller, quelques minutes avant, eh bien, notre cerveau se met en phase de rêve. Alors, le professeur Jouvet avait appelé sommeil paradoxal parce que il est paradoxal au sens physiologique. Quand on se met à rêver, le corps est figé. Il y a une substance qui est sécrétée par le cerveau, qui est très puissante et qui permet au corps de rester totalement presque paralysé. Et donc, on ne peut pas bouger nos membres, nos muscles sont figés. La raison est simple, c'est que si nous n'avions pas cette substance dont j'ai oublié le nom, mais je ferai une recherche, qui, lorsqu'elle elle est sécrétée dans l'organisme, elle évite de vivre physiquement notre rêve.
On a fait des expériences sur des chats où on avait supprimé cette fonction de ce liquide qui rend le corps totalement figé. Et le chat, si par exemple il rêve qu'il court après une souris, eh ben, il va courir après une souris. Et bien de la même manière, si nous, cette substance n'était pas produite pour paralyser nos muscles, eh bien nous vivrions comme un somnambule. C'est ça l'explication des somnambules, c'est que les somnambules n'ont pas cette substance, ou en tout cas pas assez, et ils vont vivre physiquement leurs rêves. Donc par une expérience physique, c'est-à-dire qu'ils vont se déplacer, et s'ils imaginent qu'ils sautent, ils vont sauter, enfin, etc. Donc paradoxal parce que aussi les yeux se mettent, par contre là, les petits muscles des yeux se mettent à bouger d'une manière très très rapide, rapid eye movement, mouvement rapide des yeux, qui est le contraire des muscles figés. Donc c'est pour ça qu'il l'avait nommé paradoxal, parce que c'est paradoxal, si tous les muscles sont figés sauf les yeux. Et ça c'est assez étonnant. Les rêves sont aussi comment dire, on rêve à peu près 5 fois par nuit, si vous comptez à peu près toutes les 90 minutes, ça fait à peu près 5 fois par nuit. Ce sont aussi des messages qui viennent de la zone la plus importante de notre esprit. Il y a deux entités, le conscient et l'inconscient. Et lorsque l'on rêve, les rêves ont tendance à provenir plutôt d'expériences de l'inconscient ou du subconscient, appelez ça comme vous voulez. Donc, je vous parlais de fenêtres qui s'ouvrent sur nos portes latentes, puisqu'on sait que dans le subconscient, c'est là quasiment que nos capacités sont les plus importantes, c'est-à-dire que les fameuses capacités latentes, les talents cachés, nos capacités dans lesquelles on sait que notre voix est, sont dissimulées en quelque sorte dans le subconscient. Et donc, si on veut vraiment savoir qui on est et ce pourquoi on est fait sur cette terre et ce qu'on doit faire pour pouvoir justement trouver sa voie, eh bien, c'est pas au niveau conscient qu'on va le trouver. On va le trouver au niveau du subconscient. Mais comment faire pour atteindre le subconscient? Eh bien, il n'y a pas besoin d'aller très loin. Le rêve est l'outil le plus pratique, le plus facile pour accéder à l'inconscient. Parce que lorsque vous rêvez, vous n'êtes pas conscient pour la plupart que vous rêvez, mais en plus, tout le processus de réalisation, de construction, d'élaboration du rêve s'est fait de manière inconsciente. Je m'explique. Si on devait, enfin, c'est pas si on devait, ça a été fait. Il y a des gens qui ont essayé de voir combien il faudrait comment dire, de camions, de personnel, de techniciens, de décorateurs, d'acteurs, pour pouvoir construire à peu près 5 scénarios par nuit. Eh bien, même les plus grands cinéastes, que ce soit des Steven Spielberg ou tout ce que vous voulez, ne pourraient pas le faire. Parce que pour faire un film, il faut des fois 2 ans, 3 ans. Et là, chaque nuit, vous avez un scénario où vous avez eu donc une histoire qui avait fait venir des décorateurs, qui ont mis une scène, qui ont mis des acteurs, des actrices, qui étaient habillés de telle manière, qui étaient dans telle ambiance, dans telle... Enfin bref, l'éclairage, le zoom, enfin bref, tout ce qui constitue l'élaboration technique d'un film qui est considérable, eh bien vous l'avez fait au moins 5 fois par nuit. Et ce qui est le plus extraordinaire de ça, c'est que toutes les nuits, vous fabriquez un film différent. C'est jamais le même. Enfin, je ne dis pas qu'il ne peut pas se reproduire, mais c'est souvent différent. Mais c'est qu'en plus, vous n'avez pas travaillé. C'est-à-dire que vous n'avez pas réfléchi. Vous n'avez pas dit, oh, bah, tiens, qu'est-ce qu'il va falloir que je rêve la nuit prochaine ou dans 3-4 nuits, ou voire même dans les nuits suivantes. Vous n'avez pas fait un travail en prenant votre papier, votre crayon, comme j'ai ce stylo, en disant, il faut absolument que je fasse mon travail de scénario. Vous imaginez, le cerveau serait en ébullition. Eh bien, c'est ce qui se passe. Sans votre intervention consciente. Et je parlais tout à l'heure de subconscient, puisque nos capacités sont dedans, dans le subconscient. Ben voilà un bon exemple que vous avez
votre cerveau est capable de capacités absolument incroyables, sans faire d'effort, sans volonté, sans réflexion analytique, sans travail. Vous fabriquez des histoires avec tous les scénarios, les couleurs, etc., les décorateurs, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, et bien plus encore, sans effort. Ça veut dire qu'il y a un monde au niveau inconscient qui bouillonne au fond de vous sans que vous vous en rendiez compte. Ce qui signifie qu'en ce moment où vous m'écoutez, il y a votre conscient qui m'écoute, qui interprète ce que je lui dis, mais il y a aussi une partie dans laquelle vous n'avez pas conscience, qui est votre subconscient, qui est sans doute en train de fabriquer, de construire, d'élaborer le scénario d'un rêve ou des rêves qui vont se produire dans les nuits suivantes. Est-ce que vous avez conscience de ça? Ouais. C'est absolument incroyable. C'est, on est en extase devant sa capacité. Et je vais vous donner un exemple. Et là, c'est physiologique. Lorsque on est à l'état conscient, on a mesuré que, grosso modo, les zones activées de notre cerveau représentaient 30% de nos capacités neuronales actives. Il reste important sur 100 milliards de neurones. Mais là où les gens ne se rendent pas compte, c'est que lorsque l'on est en rêve, donc en sommeil paradoxal, l'activité cérébrale augmente à 70%. Ça veut dire que vous entrez en mode de superpuissance cérébrale. Ce qui s'explique pourquoi, justement, vous êtes capable de construire des scénarios comme ça. Et vous en construisez 5 par nuit. Vous imaginez sur une année, vous imaginez sur une vie. C'est hallucinant. Ouais, Didier, mais est-ce que on rêve forcément? Est-ce que l'on... Je suis pas entendu. Est-ce que l'on rêve forcément? Alors, heureusement qu'on rêve forcément, parce que si on ne rêvait pas, les conséquences sont assez dramatiques. Je ne pensais pas qu'on allait aborder cette question-là, mais je vais le faire. On a fait des expériences sur des gens on les empêchait de rêver, par exemple. Bon, les conséquences sont très vite au niveau de la mémoire. Par exemple, si on prend un chat et qu'on le met, par exemple, au milieu d'une petite piscine pour gamins, vous savez, ces petites piscines en caoutchouc qu'on gonfle. Bon, le chat, il peut parfaitement faire le bond pour sauter. Par exemple, on met un tabouret au milieu de la petite piscine, et puis il peut dormir là tranquillement. Puis s'il a faim, bah, il fait un bond, parce que les chats n'aiment pas l'eau pour la plupart du temps, et donc il fait un bond pour pouvoir aller manger ses croquettes, et puis etc. Mais il est capable de revenir sur sa chaise puisqu'il fait un bond. Et puis on branche des électrodes sur un matou. Et quand on s'aperçoit qu'il est en sommeil paradoxal, alors sur un chat c'est souvent, puisqu'il meurt à peu près 12 heures par jour, eh bien on le réveille systématiquement. Alors les premiers temps ça n'a pas d'importance, mais au bout de 3-4 jours, on constate une chose, c'est que les chats qui on réveille trop souvent pendant leur phase paradoxale, eh bien ils font plouf. C'est-à-dire qu'ils ont oublié qu'ils étaient autour d'une petite piscine. Et donc, ils tombent dans l'eau parce qu'ils ont oublié que c'était ça. Et ben, de la même manière, si on ne rêve pas, notre mémoire, alors c'est la mémoire qu'on appelle instantanée, c'est-à-dire la mémoire qu'on a appris les informations de la journée, qui sont complètement oubliées. C'est d'ailleurs un drame parce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui se couchent très tard et les rêves des premières heures de la nuit, c'est ces rêves-là qui vont jouer un rôle absolument prépondérant pour la fixation des informations de ce que l'on a appris dans notre journée. Mais vous me direz, y a-t-il des gens qui ne rêvent pas? Non, tout le monde rêve parce que si on ne rêve pas, on meurt au final. C'est-à-dire que le cerveau est atteint, etc. Mais on peut quand même, malheureusement, provoquer des absences de rêve par des psychotropes. C'est-à-dire quand on est sous antidépresseurs, il y a des antidépresseurs pour la plupart qui suppriment les rêves pendant cette période-là. Alors ça a pour conséquence que la personne se sent dans un état un peu vaseux, mais la nature reprend ses droits, c'est-à-dire quand le jour où la personne arrêtera son traitement, elle va avoir une dette de rêve. Par exemple,
300, 400 rêves qu'elle n'a pas fait, eh bien, elle va les faire. C'est-à-dire que dès qu'elle va s'endormir, elle va non pas rêver 5 fois dans la nuit, mais peut-être rêver 10 fois. Et même la journée, elle fera des séquences de micro-rêves parce que elle a besoin de rattraper ses moments de rêve. Donc c'est très important, on rêve tous, et heureusement, parce que sinon, on ne se souviendrait de rien, on ne serait même pas capable de savoir ce qu'on a fait il y a 5 minutes, et puis surtout, de toute façon, le cerveau reprend ses droits en rattrapant la dette des rêves que nous n'avons pas fait. Quand on n'a pas dormi, par exemple, on a fait pendant une nuit blanche parce que on a fait la fête ou je ne sais quoi d'autre, eh bien, les 5 rêves que l'on doit faire sont ajoutés aux nuits suivantes. Donc, c'est un canal qui nous permet d'aller vers le moi profond, et j'ajouterais même que c'est un moyen d'entrer en relation directe avec son subconscient, et même mieux, de dialoguer avec lui, parce qu'on peut arriver à influencer nos rêves en leur demandant des informations sur notre voie personnelle, en dire qu'est-ce que je dois faire dans la vie, où est-ce que je dois aller, est-ce que je suis dans le bon chemin, et les rêves nous répondent avec leur langage, mais ils nous répondent. Et donc, en fait, c'est un moyen de dialogue avec le fameux subconscient, parce que si on ne dialogue pas avec lui, ben, le subconscient, d'une certaine manière, il va d'un côté et le conscient va de l'autre. Et là, il y a une rupture entre nous et nous-mêmes. Bien, on passe à la suite des diapos, s'il vous plaît. Avant de s'endormir, il faut poser les questions importantes, c'est ça? Oui, et on va voir comment. Effectivement, c'est important d'interroger ces ressources subconscientes et bien évidemment, on va trouver des solutions dans les rêves. Alors, comment on va justement, telle est la question qui est inscrite, comment on va utiliser, le terme utiliser me plaît bien, utiliser, parce que c'est un outil, hein, le rêve c'est un outil, comment on va utiliser nos rêves? Eh bien, on va s'en servir pour apprendre à résoudre des problèmes. Voilà. J'imagine qu'ici, dans la salle, ce sont des gens qui ont aussi des problèmes, enfin, à moins que ça soit Et parfait. d'ailleurs, il y a une question de Patrick qui dit: En retraite depuis 6 ans, je rêve encore de mon métier d'agriculteur, surtout dans les difficultés du labeur. Voilà. Et il demande Alors là, on est. Alors, si la personne est en train de rêver de ce qui s'est passé dans son passé. Bon. Alors là, on pourrait dire que là, on est sur le retour en arrière. Peut-être, je ne sais pas si c'est le cas. Ça va être difficile d'analyser ça comme ça parce que. Mais il y a quelque chose qui me frappe quand même. C'est que ça fait quelques années qu'il est à la retraite et il revit les moments où il était en activité dans l'agriculture. Il y a peut-être une partie de lui-même dans ses rêves qui lui dit mais faut peut-être pas que tu abandonnes complètement ce milieu-là parce que c'est ta voie. Je ne sais pas si c'est son cas, peut-être qu'il y est encore. Si c'est le cas, pourquoi pas. Mais si c'est pas le cas, s'il y a une rupture avec son activité parce qu'il se dit ça y est, c'est derrière moi. Le rêve est peut-être en train de lui dire, ben, faut peut-être pas que tu lâches, justement. Faut peut-être pas que tu abandonnes totalement cette activité. T'es pas à la retraite totalement. Peut-être que tu l'es parce que ton activité s'est arrêtée, mais en même temps, t'as peut-être un lien avec ça, parce que c'est ta voix. Je ne sais pas si c'est le cas, mais ça, à mon avis, si le rêve est récurrent, c'est-à-dire s'il se répète, et que effectivement, comme il dit, je rêve souvent que j'étais, c'est parce que sans doute il y a quelque chose qui devait lui plaire dans ce métier et son rêve et son subconscient lui dit mais ne fais pas de rupture brutale, n'abandonne pas, ne vois pas ça dans le passé, mais au contraire aie encore un pas dans le présent avec cette activité. Je parle de problèmes, mais aussi de ce qu'on appelle des réponses existentielles. Alors, les réponses existentielles, j'en reviens à cette histoire de cette personne qui s'intéressait aux papillons. Je vais vous donner plus de détails sur ce qui s'est passé. En réalité, cette personne-là a passé une grande partie de son existence, jusqu'à 40 quelques années, à occuper un métier, je ne sais pas lequel que c'était, j'avoue que ça m'a échappé. Mais en tout cas, c'était quelque chose qui ne lui plaisait pas. Alors, peut-être qu'il avait même assez bien réussi dans la vie. Je me rappelle qu'il nous avait parlé de ça. Il disait, bon, au niveau matériel, tout va bien, mais il y a quelque chose qui me manque, je suis pas bien. Je sens que je ne suis pas trouvé dans ma voie. D'ailleurs, c'était la thématique de l'intervention.
Et le conférencier, c'était pas moi, mais il y avait un conférencier qui lui dit, écoutez, intéressez-vous à vos rêves, parce que peut-être que vous allez sans doute même trouver votre voie par vos rêves. Et ça lui a parlé, ça. Il s'est dit, mais après tout, ouais, passe 5 ans de sa vie à rêver, toutes les explications que je vous ai données, que ce scénario tous les soirs, toutes les nuits se met en activité avec cette richesse incroyable. Et il l'a fait. Et puis, il a donc commencé à noter ses rêves le matin. Alors, il ne se rappelait pas de tout, mais il y avait des moments où il s'en rappelait. Et puis, il a commencé à noter ça. Et puis, il y avait quelque chose qui revenait souvent, un peu comme le monsieur Patrick qui revoit son métier d'agriculteur, peut-être avec les difficultés qu'il avait connues, mais ça revient quand même. Le maître mot, le dénominateur commun, c'était quand même l'agriculture. Ben là, c'était les papillons. Il voyait dans des champs de papillons. Alors, peut-être qu'au départ, ça ne lui frappait pas, mais comme il avait pris des notes et des notes et des notes de plusieurs rêves, il en avait collecté plusieurs dizaines, peut-être plus encore, il y avait quand même un point commun, les papillons. Et il revoit l'intervenant, le conférencier, et il décrit tous ses rêves. Et à un moment, le conférencier lui dit, mais les papillons, ça ne vous parle pas? Réfléchissez bien, faites un travail d'introspection personnelle, ne répondez pas instantanément. Et au bout d'une heure, il revient le voir et lui dit, mais bien sûr que ça me parle. Quand j'étais gamin, je voulais faire, je ne sais plus comment ça s'appelle, cette science qui étudie les papillons. Je voulais faire ça. Et j'étais passionné, d'ailleurs, j'avais même chez moi tout un tas de papillons que j'avais mis sur un tableau, etc. J'étudiais ça dans des bouquins, et puis après, j'ai complètement abandonné ça, voyant que ça n'était pas du tout, parce que dans mon environnement familial, on ne trouvait pas ça très bien, donc j'avais abandonné ça. Mais vous avez raison, c'est ça que je voulais faire. Et au fond de moi-même, ça me fait toujours vibrer cette histoire-là. Et l'intervenant dit, ben voyez, c'est ça. Vos rêves vous donnaient, vous disaient, mais c'est ta vie, ça. C'est ton cheminement. Tu dois étudier les papillons, tu dois faire ça. Et si tu le fais pas, ben t'auras échoué dans ta vie. T'auras échoué ton cheminement. T'auras peut-être pas échoué matériellement, etc., mais t'auras échoué sur le plan de ta voie, de ton chemin, de ton Tao. Et aussitôt dit, aussitôt fait, quelques jours après, il va s'inscrire à une faculté qui étudie les papillons. Et il a trouvé, par ses connexions, un peu le hasard, quand on trouve sa voie, les choses se déroulent facilement après. Il a trouvé un emploi, et il a fait ça. Et il disait, je suis le plus heureux de la Terre. Je gagne peut-être moins bien ma vie qu'avant, mais je suis heureux, c'est ça que je voulais faire. Et bien, vous voyez comme quoi les choses, quand on apprend à se connaître par ses rêves, ça nous ouvre les yeux intérieurs en disant, mais voilà, voilà ce que je dois faire, voilà ce pourquoi je suis venu sur cette terre, parce que j'avais ce chemin, et ben je l'ai trouvé par mes rêves. Et c'est là qu'on trouve cette phrase que je trouvais, trouver sa véritable place dans sa vie. C'est-à-dire que les rêves sont des outils qui nous permettent à trouver notre propre place dans la vie. Et combien de gens se disent, je n'ai pas trouvé ma place, je ne trouve pas ma place, je ne me sens pas à ma place. Ben là, voilà un bon outil qui permet de le faire. Apprendre à se connaître au sens de connaître ses potentialités latentes, ses potentialités endormies, ces potentialités qui sommeillent au fond de nous-mêmes, dont on a oublié ou qu'on ne connaît pas, ou qu'on a tout simplement volontairement mis de côté, comme ce monsieur qui, dans sa jeunesse, rêvait d'étudier les papillons, et qu'il avait pendant presque 30 ans après abandonné, mais qu'il a retrouvé grâce à ça. Bien, on passe à la suite. Génial, hein? Oui, oui, tout à fait. Mais des cas comme ça, j'en connais plein d'autres, hein. Mais bon, celle-ci, elle est particulière, parce que les papillons, c'est quand même pas banal. Ouais, c'est ça. Mm. Mm. Alors, hop. Bon, ça me permet en même temps de retrouver un peu ma voix, parce que... Alors, le protocole, c'est maintenant comment on va faire pour essayer de trouver sa voie avec ses rêves. Il y a un protocole, alors le mot protocole, ça peut peut-être faire peur, mais j'entends par là, c'est-à-dire qu'il faut essayer de trouver une sorte de technique, de méthodologie.
Le premier point, c'est souvent d'ailleurs l'obstacle, c'est qu'on a tendance à ne pas se rappeler de ses rêves. Alors, on ne se rappelle pas de ses rêves parce qu'on ne nous a pas appris que c'était bien de le faire et c'est pas culturel. Donc c'est un peu une sorte d'habitude. La nuit est un monde à part, et puis seul le monde extérieur du jour compte, etc. Ah non, là vous allez dans les 24 heures, les 24 heures vont compter tout autant. C'est-à-dire que le monde actif extérieur compte, mais le monde intérieur onirique va compter autant. Il faut que vous considériez que le monde des rêves est à égalité dans l'importance de votre existence que le monde matériel et extérieur. Si vous considérez qu'il y a une différence, alors vous avez complètement loupé le truc. Quand on commence à s'intéresser à ça, il faut considérer le rêve comme aussi important que le monde extérieur. Ça, c'est le premier point. Donc, il faut s'y intéresser fortement, intensément, aussi intensément que si vous vous intéressez à vos activités quotidiennes. Dès lors où on s'y intéresse, il se passe un phénomène que vous allez constater. C'est que lorsqu'on s'intéresse à ses rêves, on s'en rappelle mieux. Je n'ai pas dit tous, mais mieux. C'est-à-dire que quand on fait des interventions sur la notion des rêves, la première chose que les gens me disent, j'étais à une conférence sur les rêves, et ben la nuit suivante, je m'en suis rappelé. Ou on a fait un séminaire sur les rêves, ou un atelier sur les rêves, je m'en suis rappelé. Alors ça fait des années et des années que je ne me souvenais pas de mes rêves. Eh ben c'est très simple. L'explication elle est très simple. C'est que le rêve, il va faire un effort de s'ancrer dans votre mémoire plus facilement si vous vous intéressez à eux. C'est-à-dire que c'est un travail qui se fait à 50-50. Si vous vous intéressez au rêve, le rêve vient vers vous. Si vous vous éloignez du rêve, le rêve s'éloigne de vous. C'est gagnant-gagnant, donnant-donnant. La deuxième chose, c'est de les noter. Alors, les noter le plus tôt possible dans la nuit. Dès qu'on se réveille le matin, il ne faut pas ouvrir les yeux, il ne faut pas bouger, mais il faut essayer de se remémorer l'expérience que l'on était quelques secondes avant, puisque comme je vous le rappelle, on rêve en proximité de réveil, jamais dans un sommeil profond. Donc, quand on est conscient que l'on est sorti du sommeil, il ne faut pas bouger. Restez les paupières fermées pour que la lumière ne vous stimule pas et que votre cerveau n'entre pas en phase qu'on appelle d'onde bêta, mais restez en phase alpha. Et là, les rêves, les bribes de rêve, les informations du rêve reviennent petit à petit et vous les assemblez dans un puzzle. Le troisième élément important, c'est de ne pas chercher à les juger. Les juger au sens du conscient. C'est-à-dire que le monde des rêves a sa propre logique, sa propre manière de construire le scénario. Et ça n'est pas le même que celui du conscient. Alors que nous, on peut considérer que ça n'a ni queue ni tête, parce que quelquefois, on voit les choses à l'envers dans un rêve. Bon. Mais le rêve, lui, il a sa propre comment dire, construction. Le mot logique me plaît pas parce que c'est pas toujours logique. Donc il a sa propre logique alors, mais ça n'est pas la logique du conscient. Donc la règle c'est de ne pas en juger parce que si vous commencez à juger ça à l'aube du conscient, c'est comme si vous jugiez quelqu'un en allant dans un pays que vous ne connaissez pas, qui ne parle pas la même langue que vous, qui n'a pas la même de culture, qui vit complètement différemment parce que l'environnement est différent, il mange différemment, enfin bref. Et vous les jugeriez en disant, ben, moi, par rapport à ma vie, ces gens-là, ça va pas. Mais non, c'est parce que c'est l'environnement qui veut ça, parce que c'est le monde qui veut ça. Vous avez un autre monde et vous vivez dans un environnement différent. Vous ne pouvez pas juger ça. C'est comme ça. Et ben là, c'est pareil. C'est un autre monde, le rêve. C'est un monde qui est, le monde onirique, complètement différent du monde dans lequel on est. Et donc, comme il est différent, eh bien, il a ses règles différentes. Si vous commencez à le critiquer, à le décortiquer, à avoir une analyse critique en permanence en disant mais pourquoi? Parce que c'est idiot, ça n'a pas de sens. Il y a de grandes probabilités que dans les nuits suivantes, vos rêves ne vous délivrent pas. Au contraire, gardez un esprit totalement ouvert en vous disant ben, c'est pas le même langage, je suis dans un autre pays là,
Donc, c'est un autre mode culturel. Donc, j'accepte ces codes, j'accepte sa manière de construire les rêves et donc de sa propre logique. Autre élément important, c'est de ne pas s'intéresser à un rêve. Alors, ça va peut-être répondre à Lou et puis à Patrick, encore que Patrick a des rêves qui se répètent, mais il faut savoir une chose. Retenez bien cette règle. Pendant des années et des années et des années, on a cru qu'il fallait s'intéresser à la signification, par exemple, d'un rêve. On prenait un rêve et on en faisait tout un speech et on prenait peut-être la clé des songes ou... Eh ben, vous oubliez ça. Alors, je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir un rêve prémonitoire très fort, comme par exemple l'histoire de voir un tsunami. Là, pour le coup, je vous dis, ce n'est pas le sujet du jour, donc je ne veux pas mélanger tout ça. Ça peut être effectivement une alerte. Quand il s'agit des rêves, on va dire, plus quotidiens, plus quasiment 99,9% de nos rêves à la nuit, ce n'est pas des rêves de catastrophe, fort heureusement. Mais on fait des rêves, bah, tiens, je rêvais à ceci, je rêvais à un copain, je rêvais que j'étais en train de nager. Bon, l'erreur qu'on a fait pendant des années, c'est qu'on l'isolait et on essayait de le décortiquer. Oubliez ça. Parce que les recherches qui ont été faites dans ce domaine, dans la compréhension des rêves, et là j'insiste bien sur la compréhension scientifique et non pas symbolique, on s'est aperçu que les rêves étaient des morceaux de puzzle. Et comme tout morceau de puzzle, si vous voulez voir l'image et l'apprécier, il faut que les morceaux de puzzle soient assemblés. Eh bien, c'est pareil. Le rêve, ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire que c'est révolutionnaire ce que je vais vous dire là, mais un rêve pris isolément ne veut rien dire. Je répète, un rêve pris isolément ne veut rien dire. C'est l'enchaînement de rêves mis bout à bout dans une collection d'un rêve, des rêves, que vous allez pouvoir voir se dessiner votre voix. Ce qui signifie que quelquefois, vous pouvez, comme le rêve a sa propre logique, vous pouvez avoir la fin au début, le milieu au départ, ou bref, c'est tout mélangé. Mais il y a ce qu'on appelle un dénominateur commun. Je vais vous donner un exemple. Lorsque je me suis intéressé à ça, c'était pour moi révolutionnaire, parce que moi, au départ, je pensais qu'il fallait analyser un rêve, et puis un autre rêve, etc. Ben non, on m'a dit, non, pas du tout, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut collecter plein de rêves, et puis essayer de trouver qu'est-ce qui revient souvent. Alors, je me suis mis à faire ça. Et là, découverte. Les premières nuits, je rêvais de coquelicots. Ensuite, j'ai rêvé de pompiers, Père Noël, tomates, de sang. Alors, c'est sûr que si on rêve de sang, on se dit, oh, qu'est-ce qui va arriver? Je vais m'arriver une catastrophe. Non, vous voyez, on fait comme ça. Et le dénominateur commun, vous l'aurez vu, c'était le rouge. Ben, pour moi, ça me parlait. Ça ne vous parlera pas, mais moi, c'était une expérience personnelle, ça me disait quelque chose de très important. Mais a priori, je ne l'avais pas vu. A priori, je ne l'avais pas cerné. Mais quand j'ai eu, je ne sais pas, 15, 20, 25, 30, 40, 50 rêves, j'ai vu que le rouge était prépondérant et revenait à chaque fois. Et là, je me suis dit, waouh, j'ai compris pourquoi j'avais ce rouge. Je vous dis, c'est quelque chose qui me parle à moi. C'était pour moi un symbole qui voulait dire qu'il fallait que j'aille, cette couleur-là évoquait pour moi quelque chose. Eh bien, c'est la même manière. C'est-à-dire que lorsque vous allez chercher votre propre voie, vous allez donc travailler sur le moyen terme. Je ne parle pas sur le long terme, parce que c'est pareil, les choses peuvent évoluer avec le temps. Mais dire, voilà, allez, ne serait-ce que déjà un mois. Vous n'allez pas vous rappeler des 5 rêves que vous faites dans votre nuit. Encore que vous pouvez vous dire, à chaque fois que j'ai fait un rêve, je me réveille et je le prends en note. Vous pouvez faire ça. Ça vous ira encore plus vite. Tant mieux. Mais prenons large. Un mois et demi. Notez, même si c'est qu'un rêve. Si c'est 2, c'est bien. Si c'est 3, c'est parfait. Mais vous notez. Et puis, vous faites une analyse à la fin, pas avant. Donc, vous ne préjugez pas, vous n'essayez pas de le critiquer, et surtout, ce que vous notez, c'est les sensations et les impressions qu'il y a dedans. Pas que l'histoire dans l'image, dans l'imaginaire,
les souvenirs, c'est bien de les noter, mais surtout, portez votre attention sur l'ambiance. Quelle ambiance il y avait dans ce rêve? La peur, du rire, de la satisfaction, de l'insatisfaction, de la frustration. Notez cet état d'esprit psychologique qu'il y avait dans le rêve. Vous verrez, il y a toujours une ambiance dans le rêve, au-delà de l'histoire. Et puis après, quand vous aurez collecté ça, d'ici quelques semaines, peut-être que ça sera même avant, vous direz waouh, ça fait des années et des années et des années et des années que je cherche à me comprendre, à savoir pour ce pourquoi je me cherche, et la solution, elle était là sous mon nez, et moi je regardais ailleurs. Vous verrez que les réponses sont là, parce qu'il y aura ce dénominateur commun. Est-ce que c'est clair ça? C'est super, j'adore. Voilà. Ouais. Bien, on y va pour la suite. Mais bon, moi, il y a quand même, dans mon expérience, hein, il y a eu deux, trois rêves dans ma vie qui m'ont profondément marqué, enfin, quelque chose de Oui. très fort. Voilà. Et du coup, ces rêves, ils dépassent tous les autres quelque part. Donc, Alors, et il y a Jean qui quelques... dit, et qu'en est-il des grands rêves? Alors, je sais pas trop. Alors, là, c'en est un. Là, ces rêves qui marquent, on en a tous, hein. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, il y a des marqueurs, il y a des rêves marqueurs. Alors, je vais vous dire la raison de ces rêves marqueurs de vie. C'est parce que tout simplement, vous les avez négligés pendant des années. Et quelquefois, on est tellement mal dans sa peau, on est tellement mal que de ne pas avoir trouvé sa voie, que quelquefois, l'inconscient se rebelle et dit, mais je me casse la tête, sans faire de jeu de mots, à élaborer des scénarios hyper créatifs, hyper inventifs, hyper riches, toutes les nuits, depuis votre naissance. Et elle s'en fout. Elle regarde pas. Elle est de plus en plus mal, elle est pas bien, alors je vais lui foutre un rêve avec une densité émotionnelle, une densité d'image tellement forte pour que ça lui attire l'attention. La preuve, c'est qu'on s'en souvient tous de ces rêves, ces grands rêves. Mais en réalité, ces grands rêves ne sont que la colère du subconscient, qui voit qu'on est complètement à contre-courant de sa voix, et que la réalité, c'est que quelquefois, il donne un coup de gong. Il dit, mais vas-tu comprendre qu'il faut que tu t'intéresses à ce monde onirique? Toutes ces années où à construire ces choses d'une complexité incroyable, ces joyaux qu'on te livre chaque nuit sur un plateau d'argent, tu t'en occupes pas. Et toi, tu vas pas bien, alors qu'en réalité, je t'apporte la réponse toutes les nuits, tu veux pas le voir. Donc, comprenez pourquoi il y a ces rêves, quelquefois, ces fameux rêves, qui sont des rêves qui laissent une trace importante. C'est parce que c'est l'inconscient qui se rebelle. Il y a une tribu qui s'appelle les Sénoï. Cette tribu a une particularité, c'est qu'ils vivent dans un état de sérénité et de paix tout au long de leur vie. Ils ont des problèmes comme tout le monde. Peut-être plus parce qu'ils vivent un peu reculés, donc ils n'ont pas le confort que l'on a. Mais ils vivent dans un état de paix absolue, et même entre eux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de tension. C'est ça qui est, les explorateurs qui les ont étudiés, ils n'arrivent pas à avoir de disputes. Pourtant, il pourrait y en avoir. Et toute leur organisation de vie est tournée autour du rêve. C'est-à-dire que tout est centralisé autour du monde onirique. Chaque matin, ils se réunissent. Ils font une sorte de conciliabule. Et dans ce conciliabule, ils élaborent, ils demandent à chaque participant, enfants comme aux anciens, dire voilà, vous avez rêvé quoi cette nuit? Et ils essaient de le lier avec les problèmes collectifs de leur vie qu'ils rencontrent tous les jours, puisqu'ils rencontrent des problèmes eux aussi. Et ils trouvent les solutions dans le rêve. C'est-à-dire qu'ils ont compris, eux, que beaucoup de nos problèmes sont déjà résolus dans nos rêves. Eux l'ont compris, eux s'en servent comme outil parce qu'effectivement, ils trouvent matière à des savoirs, à des connaissances, à des solutions. Voilà, ça va être des idées, ça peut être aussi des idées. Hein, tiens, dans un rêve, j'ai vu ça, c'est une super solution parce que là, je rencontrais tel problème, je sais pas, pour faire venir l'eau, j'avais ça. Bon. Et nous,
on accumule nos problèmes et on ne va pas chercher dans le rêve les outils qui nous permettent de les résoudre. C'est-à-dire qu'on oublie que le rêve est là pour nous permettre ça, et on a complètement négligé ça parce que culturellement, on ne nous a pas appris à le faire. Passons à la suite. Question. Une question de Laura. Qu'est-ce qui explique la différence entre des rêves compréhensibles et des rêves complètement farfelus? Et une deuxième question par rapport au processus. Est-ce que le fait de se réveiller avec un réveil, ça peut bloquer le processus? Est-ce que le fait de se réveiller avec Avec un réveil. Ah oui. Alors, deux choses, c'est totalement différent. Alors, il n'y a pas de rêve farfelu. Ça n'existe pas, les rêves farfelus. Les rêves farfelus, c'est notre interprétation consciente qui nous dit qu'il est farfelu. Mais comme je vous l'expliquais, le rêve, il a son propre code, qui n'est pas le même parce que l'inconscient ne s'exprime pas de la même manière. Dans un rêve, si on se met à rêver qu'on dessine, on peut dessiner une maison à l'envers en commençant par dessiner les fenêtres et terminer par les murs. Parce que le rêve, il a sa logique. Nous, on considère d'un point de vue conscient que c'est farfelu. Mais d'un point de vue inconscient, ça ne l'est pas. Deux, et j'insiste là-dessus, ça peut paraître farfelu sur un rêve. Mais ça n'a aucune importance, puisque c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est la somme totale des rêves pour en trouver le dénominateur commun. Donc, si vous considérez que le rêve est farfelu, ce qu'il n'est pas, c'est son langage à lui, sa langue de son monde et de son continent. Mais si vous considérez que les rêves doivent être accumulés et que c'est au terme de ce cumul de 30, 40, 50, 60 rêves que vous allez chercher qu'est-ce que vous trouvez comme lien commun, comme point commun, comme dénominateur commun. Alors là, même le rêve farfelu, si vous, je sais pas, vous imaginez que vous êtes en train, la tête en bas et que vous marchez les pieds vers le ciel, vous pouvez considérer que c'est farfelu, mais s'il y a un point commun avec les autres rêves, c'est ça qui compte, pas l'histoire du fait que vous avez les pieds vers le ciel. Ça peut peut-être sembler fou, mais quel est le point commun? Ben, je sais pas. Ça peut être, je sais pas, que vous voyez toujours la même scène, que vous repensez à la même situation, que vous avez la même sensation. Vous rappelez-vous ce que je vous ai dit. Notez ce que vous ressentez pendant le rêve et vous verrez que c'est toujours la même sensation. Moi, un jour, il y avait une personne comme ça qui s'était mis à faire ça, noter ses rêves et puis ne plus les considérer isolément. Donc, il s'est dit, c'est terminé, je ne les analyse plus un par un, mais je vais les collecter. Et il y avait toujours quelque chose qui revenait, la peur. Il y avait toujours cette sensation de peur. Alors, c'était une ambiance de peur, il y avait un scénario où il y avait la peur, il était dans une situation où il était dans un état de crainte, il y avait des gens qui parlaient de peur, enfin, toujours, au bout de 25, 30 rêves, il y avait ce mot peur qui revenait tout le temps, ou sensation de peur, ou perception de peur, ou histoire de peur. Effectivement, il a découvert que, en grande partie, son problème, c'est qu'il n'avait pas fait plein de choses, enfin, sa voix, parce qu'il avait toujours peur d'échouer. Il avait toujours peur de ne pas bien faire. Il avait toujours peur de ne pas terminer à temps. Il était perfectionniste. Et il s'est dit, mais c'est ça mon problème. Je ne peux pas faire ce que je veux parce que je suis toujours noyé par ma peur. Donc, il fallait d'abord régler le problème des peurs. Et la peur, c'était un problème de confiance en soi. Quand il a retrouvé confiance en lui, la peur s'est éloignée et il a pu trouver sa voie. Il n'y a pas de rêve farfelu. Ce qui est farfelu, c'est notre logique par rapport à ce rêve. On dit, ça pas, c'est ni queue ni tête. On s'en fiche. On prend les rêves dans le nombre et on voit le dénominateur commun. Deuxième point, le réveil. Alors, si on utilise des réveils, bien sûr, parce qu'on peut comprendre. Alors, il faut savoir que, puisqu'on rêve toutes les 90 minutes, on peut se mettre à se réveiller au moment où on est en phase paradoxale. Bon. C'est pas très grave en soi parce que ça veut dire qu'on est proche du sommeil, on est proche du réveil, pardon. Mais si on sait que on a tendance à rêver toujours à peu près à la même heure, ben soit on décale le réveil un peu plus tard, de 5 minutes,
5 minutes après, votre rêve est terminé. En général, ce sont des séquences de 4-5 minutes maximum, hein. On rêve pas plus de 4-5 minutes. Mais la sensation d'un rêve peut nous donner la sensation qu'on a rêvé pendant 1 heure. C'est-à-dire que le temps est dilaté ou compressé. La perception. Mais par contre, le rêve, c'est une sorte de fichiers compressés, comme des fichiers compressés informatiques. C'est-à-dire qu'on peut rêver, par exemple, avec des séquences et des fréquences alpha qui vont durer 30 secondes, et l'histoire, la sensation de la perception de l'histoire, on aura l'impression qu'elle a duré, par exemple, une demi-heure. Donc, le temps n'est pas le même. Donc, quelquefois, il suffit de décaler son réveil de 5 minutes pour se dire, parce que j'ai tendance à rêver à ce moment-là, eh ben vous allez avoir le rêve dans sa totalité, simplement parce que vous aurez décalé le rêve. Si vous vous couchez un peu plus tôt, eh ben vous aurez le décalage des 90 minutes tout autant. Ça veut dire que si vous dites, tiens, à chaque fois que je me réveille, la sonnerie du réveil me réveille, je rêvais, ben vous dormez, vous endormez un peu plus tôt, 10 minutes, et là vous verrez que vous rêverez 10 minutes plus tôt. Mais il n'y a pas de danger. Pas de danger. Toujours au même moment après s'être endormi, quoi. Oui, on a à peu près toujours les mêmes rythmes. C'est-à-dire que si on rêve, par exemple, à, je sais pas moi, à 6 heures du matin, on rêvera toujours à peu près à 6 heures du matin, sauf si on a complètement décalé son rêve parce qu'on a fait des voyages, sauf si parce que on s'est mis à ne pas avoir les mêmes rythmes pour dormir le soir. Bon, voilà, effectivement, tout est décalé. Mais si on dort à peu près toujours à la même heure, etc., on rêve à peu près toujours aux mêmes périodes. Il y a une autre question. Quand on rêve de quelqu'un qu'on connaît, des fois on fait des rêves avec des gens qu'on connaît dans des situations improbables, par exemple, ou voilà. Est-ce qu'il y a un sens particulier du fait que c'est une personne qu'on connaît qui est mise en scène ou pas? Alors, moi, je vais répondre de manière technique. Si la personne qu'on rêve, qu'on le connaît, se répète régulièrement dans le rêve, c'est qu'il y a un dénominateur commun. Si au contraire on se met à la rêver une fois ou une fois de temps en temps, ça n'a aucune importance. C'est parce que le rêve a utilisé les outils de la mémoire de la personne que l'on connaît pour nous faire passer le message secondaire, qui est le plus important, qui est le dénominateur commun. Donc, si on voit cette personne que l'on connaît, faut se dire, bon, je le note, vous le notez, sans le juger, vous le notez, mais ce qui compte, c'est de voir si ça se répète. Si par contre ça se répète, c'est-à-dire que dans plusieurs rêves, vous notez que cette personne revient souvent. Alors là, oui, là, il y a un dénominateur commun. Pourquoi cette personne revient? Peut-être parce que vous voulez peut-être lui dire quelque chose et que vous l'avez jamais fait. Peut-être parce que peut-être que cette personne-là, elle est sur votre parcours de vie et qu'elle a peut-être un moyen de vous aider à avancer. Où est-elle l'obstacle pour vous permettre d'avancer? Parce que peut-être que cette personne-là vous empêche d'avancer parce que elle a votre position sur votre chemin et il va falloir que vous preniez un autre chemin parce qu'elle vous bloque. Mais si c'est une fois de temps en temps, un rêve isolément ne veut rien dire. Moi, ça m'est arrivé plein de fois que je rêvais des gens que je connaissais, mais ce rêve-là n'avait aucune importance. Ce qui comptait, c'était tout à fait différent. C'était le contexte qui me donnait l'information, parce que quand je les ai collectés, j'ai découvert qu'il y avait un point commun qui n'avait rien à voir avec le fait que j'ai retrouvé cette personne que je connaissais. C'était un sentiment qui revenait souvent. C'est toute une révolution de la manière d'interpréter les rêves, hein, qui a changé, hein. On n'est plus du tout sur la clé des songes en disant tiens, j'ai fait un rêve, qu'est-ce que ça veut dire? C'est terminé ça. On oublie ça parce qu'on sait très bien que ça ne marche pas. Il y a Jeanne qui dit, pouvez-vous dire comment calculer tout cela précisément? Calculer quoi? Bah, c'est la question que je me pose aussi. Jeanne, Le mot qui précise, parce que j'ai pas parlé de calcul, moi. On n'est imagine, pas dans les. je suppose, mais ce n'est qu'une supposition qu'elle doit parler pour connaître les heures de notre réveil, de nos, Ah oui, alors d'accord, là je comprends je mieux. vois que le C'est-à-dire, rapport avec eux, mais alors, Jeanne, euh, ouais. quand on commence à dormir, en général, on se met à rêver quasiment dans les toutes premières minutes. Donc ça veut dire que si par exemple vous vous couchez en supposant à 23 heures, vous savez à peu près à quelle heure vous endormez. Bon. Si vous vous endormez au bout de 10 minutes, bon, vous savez que vous rêvez dans les premières minutes du sommeil. D'ailleurs, ces rêves-là,
ces rêves-là, souvent, on s'en rappelle pas parce que ce sont des rêves qui sont étroitement liés à la mémoire. C'est-à-dire qu'ils cherchent à mémoriser les informations qu'on a fait dans la journée. C'est pas vraiment les rêves les plus utiles pour nous au niveau de la connaissance de soi. Ces rêves-là sont souvent oubliés, majoritairement. Par contre, là où c'est très intéressant, c'est les rêves que l'on fait dans les dernières heures de la nuit. Ceux-là sont liés à la résolution des problèmes existentiels. Comment on sait que toutes les 90 minutes on rêve? C'est simple. Si par exemple vous vous endormez 10 minutes après 23 heures, ça vous fait grosso modo 23h15 à peu près. Donc, vous comptez 45 minutes, il est minuit. Vous avez déjà rêvé, hein? Plus 45 minutes, vous voyez à peu près à quelle heure vous êtes. Vous notez, là, à cette heure-là, je rêve. Et vous rêvez à peu près 5-10 minutes, pas plus. Vous recommencez 90 minutes plus loin. Et vous verrez que vous avez grosso modo votre timing établi pendant votre nuit. Voilà. Maintenant, il ne faut pas non plus faire une comptabilité de tout ça, mais vous savez que grosso modo, tous les 90 minutes. Donc vous savez à peu près au moment de votre endormissement, ça vous donne une idée quel est le timing, on va employer le terme de calcul, timing, à quel moment on se met à rêver, puisque c'est comme une courbe. Dès qu'on va se réveiller, au bout de 90 minutes, on rêve et on replonge dans le sommeil, et ainsi que de suite. Oui, la suite. Oui. On avance sur la diapo. Mais c'est vrai que c'est vraiment une nouvelle façon de voir les choses, quoi. Oui, absolument. Mm. Alors, on poursuit dans notre démarche. Alors, je parlais de la notion d'accepter l'évidence. Alors, accepter l'évidence, ça bouscule. C'est-à-dire que lorsque l'on a collecté nos rêves et qu'on a cherché le dénominateur commun, alors on le trouve, hein, rassurez-vous. Hein. N'essayez pas de croire que vous n'allez pas trouver le dénominateur commun. Vous le trouverez. Et c'est là qu'on s'éloigne énormément du concept de clé des songes, parce que quelquefois on demandait à quelqu'un, dire si j'ai rêvé de ça, ça veut dire quoi? Eh ben, vous allez complètement changer de méthodologie parce que c'est votre propre expérience, ça vous parle à vous. C'est-à-dire que lorsque vous avez connecté 20, 25, 30, 40, 50 rêves, vous voyez notamment le point commun, mais ce point commun, si vous en parlez à quelqu'un d'autre, ça ne lui parle pas. Si c'est une sensation, ça ne lui parle pas. Si c'est juste quelque chose que ça évoque, prenez l'exemple des papillons. S'il avait parlé de ça à d'autres, en disant tiens, je vois des papillons, papillons. Et lui, ça lui parlait. Il voulait faire ça depuis son enfance, mais il avait quasiment oublié cet aspect. Donc, accepter l'évidence, ça sous-entend que il y a un moment, il va falloir que vous fassiez face à vous-même. Quand vous aurez relu vos scénarios, parce que fois on les note, puis on ne voit pas tout de suite le point commun. Mais quand on les relit, vous reprenez la première page, vous dites, tiens, j'ai rêvé ça il y a un mois, là c'était il y a 3 semaines, là c'était... Ah, mais là, il y a un point commun. Ça devient évident, c'est ce qu'on appelle un sentiment d'évidence. On se dit, bon sang, mais ça fait des années que je me cassais la tête avec ça, mais alors que l'évidence de la solution, elle était là. Parliez tout à l'heure de cette personne que l'on voyait dans ses rêves, ça peut être, mais c'est cette personne-là qu'il fallait que j'aille voir, parce qu'elle, elle connaît le moyen de me permettre de m'élever, ou elle a la solution à mon problème, parce qu'elle elle a les compétences. Mais je ne l'ai jamais fait, je lui ai jamais demandé. Mais le rêve vous le disait. Donc à partir de là, accepter une évidence. Et des fois, c'est assez brutal. C'est-à-dire que comme le rêve lui est cash, c'est-à-dire qu'il ne va pas prendre de gants pour vous dire ce qu'il a à vous dire, il est capable de vous dire, ben voilà, voilà, ça c'est ta voix. C'est sans doute totalement le contraire de ce que tu as fait depuis pendant 20 ans. Hein. Mais t'étonnes pas si t'es pas bien dans ta tête. T'étonnes pas si t'es pas bien dans ta vie. T'étonnes pas si tu bouges pas, si t'évolues pas, tu as l'impression de ramer. Regarde, accepte l'évidence. Et quelquefois, ben là, c'est un travail d'introspection qui commence. C'est-à-dire que la personne se dit, bon,
Ok. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire la révolution. C'est-à-dire que, parce que nos rêves nous ont révélé qui on était vraiment, notre vrai sage intérieur, le vrai guide intérieur qu'on cherche, hein, qui pense où sont mes guides spirituels, mais votre guide spirituel, c'est votre rêve souvent. Il est là pour vous dire, voilà ce qu'il faut faire. Et à partir de là, il y a un travail d'introspection. Ça veut dire que souvent, les gens qui commencent à s'intéresser au monde des rêves commencent à, je dirais, à être plus méditatifs. Je ne dis pas qu'ils se renferment, mais il y a une phase où ils s'éloignent un peu du brouhaha extérieur parce qu'ils se remettent en cause. Ils se disent, waouh, alors, il faut que je réorganise mon existence. Il faut que je m'oriente vers ce chemin parce que c'est ça. J'ai bien compris. Donc, euh, on va donc progressivement mettre en adéquation ce dont on découvre dans ces collections de rêves, ce point commun, et notre vie extérieure. On y va progressivement. On ne va pas du jour au lendemain se mettre à tout changer dans son existence, parce que le monde matériel a ses lois, et la matière, c'est du lourd, la matière, c'est du dense. Donc, si le mental, lui, a compris quelque chose, la matière, elle a du retard à l'allumage. Donc, il faut y aller en douceur. Par contre, si c'est quelque chose qui n'engendre pas de révolution dans sa vie, mais qu'on peut mettre en œuvre tout de suite, bah pourquoi attendre? Autant le faire tout de suite. C'est ce que j'appelle se mettre en harmonie avec soi-même. C'est ce que j'appelle euh, euh, mettre en adéquation ce dont on a trouvé dans nos rêves par ce collecte de plusieurs rêves et du point commun, du dénominateur commun, avec des actes du quotidien qui vont être en cohérence avec ce dont on a découvert. Tous les jours, se rapprocher, toujours un petit peu plus, étape par étape, jour après jour, peu à peu, progressivement, en douceur, vers ce cheminement. Et à partir de là, quand on a fait ça, quand on a trouvé ça, eh bien, on est dans sa voie. Et on le sent, on le perçoit parce qu'on est bien. On a la sensation qu'on est bien en soi, on a trouvé cette espèce de sensation de tranquillité qui fait que même s'il y a des vicissitudes, des difficultés, il y en aura, mais on les franchira parce que on est dans le sens du courant. Et puis, j'insiste aussi, c'est que la vie, elle bouge. C'est pas quelque chose de fixe. Ça veut dire que ce qui vous avez trouvé comme votre voie à un moment de votre existence ne sous-entend pas que c'est toujours le cas. Donc, il va falloir continuer à étudier ses rêves parce que peut-être que dans 4 ans, dans 5 ans, votre voie aura été infléchie. Vos rêves vous diront, il faut maintenant, tu as acquis cette étape, c'est bien, tu t'es accordé avec ton cheminement, c'est parfait, mais tu avais d'autres talents, tu avais d'autres capacités encore, tu avais d'autres choses à réaliser, d'accomplissements dont on parlait tout à l'heure. Peut-être. Eh bien, le rêve va nous dire, voilà, il faut prendre ce virage-là, toujours par la même méthodologie. Ne pas s'intéresser qu'à un rêve, ne pas se focaliser sur un seul scénario, mais toujours dans une perspective globale. Donc, j'insiste beaucoup. Si vous voulez que vos rêves vous donnent vos réponses, la règle qui doit être au sommet de votre implication, c'est de vous y intéresser autant que le monde extérieur. Si vous ne vous y intéressez pas autant, le rêve s'éloigne. Le rêve ne va pas vous apporter toutes les réponses que vous voulez, c'est-à-dire que vous allez les oublier, vous n'allez pas vous en rappeler. Mais dès lors où vous commencez à dire c'est tout aussi important que... On a fait une expérience un jour. On a dit aux gens, on avait fait venir un hypnotiseur. Et on avait dit, voilà, vous allez faire un rêve, et dans ce rêve, il y aura les numéros gagnants de la course de chevaux. C'était tout simplement bidon. Et l'expérience a révélé que 95% des gens qui ont dormi se sont rappelés de leurs rêves, et beaucoup ont vu des numéros dans leurs rêves. Et en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que, comme les gens se sont intéressés à leurs rêves, parce qu'ils disaient, je vais peut-être gagner quelque chose, eh bien, la nuit suivante,
les gens se souvenaient de leurs rêves. De la même manière, si vous vous intéressez à vos rêves pour dire il y a énormément de réponses que pour moi des années je ne trouvais pas, eh ben vous allez voir que vous allez vous en souvenir, vous allez vous en rappeler beaucoup mieux. Peut-être pas tous, mais beaucoup. Voilà pour le protocole, voilà pour la méthodologie, et voilà pour le principe que je vous propose de faire. Et je vous assure qu'il y aura des changements importants parce que toute votre existence sera changée peut-être, parce que quand vous aurez collecté ce dictionnaire de vos rêves dans quelques semaines, vous allez peut-être dire, ça fait 30 ans que j'attends, 30 ans que je cherche, 20 ans que je cherche, 40 ans que je cherche, et j'ai trouvé, alors que ça faisait, la solution, elle était déjà en moi depuis longtemps. C'est génial. Voilà. Merci Didier. Et une question, est-ce qu'on peut orienter les réponses justement dans des rêves? Par exemple, je sais pas, bah là c'est sur Oui. trouver sa voie, mais j'imagine qu'on peut poser plein d'autres thématiques. Alors, plein d'autres thématiques, on peut diriger ses rêves. Bon, ce serait là, pour le coup, extrêmement long d'expliquer ça maintenant, mais oui, il y a la possibilité, en fait, il y a deux niveaux. Il y a le premier niveau où on peut, enfin, non pas deux, trois, pardon. Le premier niveau, c'est celui que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire à savoir l'intérêt pour le monde onirique et de savoir les analyser par une collecte comme un puzzle. Ça, c'est ce qu'on a vu ce soir. Maintenant, il y a effectivement un deuxième et un troisième niveau. Le deuxième niveau, c'est celui de les diriger, de les contrôler. Les diriger, ça veut dire que avant de s'endormir, on irait à influencer le processus subconscient pour que dans notre nuit, dans nos nuits suivantes, c'est pas foncièrement la nuit suivante, mais pas que dans les nuits suivantes, ça veut dire aussi des flashs qui vont venir dans la journée et notamment le matin, des réponses qui vont être des réponses à des problèmes existentiels dans lesquels on cherche des réponses. Donc, effectivement, il existe des protocoles qui vont permettre d'influencer en fait le rêve dans sa construction pour qu'il nous apporte des réponses, soit pendant qu'on dort, soit après. C'est-à-dire en faisant faire un travail subconscient et créatif dans les heures qui suivent le. Moi, je note énormément mes idées le matin. Parce que moi, c'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire que j'influence mes rêves avant de dormir et mes réponses arrivent souvent dès le matin, dès les premières minutes de mon réveil. Et il y a un troisième niveau, alors là, celui-là, c'est le grade ultime, c'est celui où on entre en conscience dans le rêve. C'est-à-dire qu'on est conscient qu'on rêve. Mais mieux que ça, non seulement on en est conscient, mais on en est lucide. Et à partir de là, on peut interférer à travers le rêve, l'interroger. Je prends un exemple. Vous imaginez par exemple que dans votre rêve, vous faites face à une fée. Bon. Jusqu'ici, le scénario se déroulait de manière indépendante. Mais là, avec le rêve lucide, par une méthodologie particulière, vous allez pouvoir interroger la fée, soit pour lui demander, poser une question et obtenir une réponse, soit lui demander de vous emmener, peut-être, je sais pas, en volant à un endroit où vous verrez une réponse, un lieu qui va vous donner la réponse. Ou par exemple, je sais pas, moi, vous rêvez que vous êtes en montagne et puis vous voulez accéder au sommet, mais au sommet, vous avez une réponse à ce que vous voulez. Ou vous voulez voyager dans un pays lointain. Vous pouvez, par l'intermédiaire de ce qu'on appelle le rêve lucide, c'est-à-dire entrer en conscience, contrôler et diriger son rêve pendant qu'on dort. Alors, c'est une expérience qui marche, une expérience qui s'apprend et qui a été prouvée scientifiquement. Le professeur Laberge a été un des précurseurs là-dedans, qui a prouvé scientifiquement qu'on pouvait entrer dans ses rêves et les contrôler. Mais ça, c'est plus loin, peut-être qu'on en parlera dans l'atelier qui est prévu. Didier, l'atelier qui a lieu donc du coup samedi qui vient. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez assister en direct donc samedi à 17h et sinon bah, vous l'avez en replay, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on va faire pendant cet atelier, Didier? Ben, on apprendra notamment justement, bon, on va approfondir la question du monde onirique, qu'est-ce que c'est exactement, mais savoir aussi un petit peu
d'en faire des outils un petit peu plus à même de répondre à nos problèmes, notamment, comme on l'expliquait tout à l'heure, de savoir les influencer avant de s'endormir, par exemple. Comment faire pour on influence le rêve, pour que dans la nuit, au moment où on va rentrer dans le monde onirique, on puisse trouver des réponses et des solutions à nos difficultés que l'on rencontre dans la vie de tous les jours. Et les rêves jouent ce rôle. Et puis ensuite, on apprendra aussi donc ce fameux protocole pour arriver à être lucide pendant son rêve et à les contrôler et maîtriser. Donc c'est déjà un programme assez important. C'est génial. Donc, tout ça, on va le faire samedi. Oui, oui, on apprendra ça. Oui, Ah, c'est top. Et après, il va falloir qu'on s'entraîne, j'imagine. oui, ça vient pas en 5 minutes, mais ça vient. Ah, c'est cool. Et d'ici l'atelier, il faut qu'on s'entraîne. Il y a quelque chose à faire de particulier? Déjà, la première chose qu'il y a, il n'y a pas d'entraînement. Il y a simplement à appliquer le protocole. Un, s'intéresser très fortement au monde de ses rêves, ne plus les considérer comme quelque chose de secondaire. Deux, commencer à les noter. Et si, même d'ici 2, 3 jours, 4 jours, vous verrez peut-être déjà apparaître le fameux dénominateur commun, même si c'est pas encore très clair. Mais vous déjà, vous direz, tiens, bah ça, j'aurais jamais pensé que ça pouvait être ça. Effectivement, ça me parle. Voilà. Donc, même si c'est encore court, mais en même temps, déjà, commencer cette première démarche, et puis surtout de ne pas analyser les rêves de manière mécanique ou logique, puisqu'ils ont leur propre dialogue. Éventuellement noter la manière quand on s'endort, à peu près, de savoir à quelle heure on s'endort, à quelle heure on se réveille. Faire attention à voir quel moment, si on rêvait pendant les dernières minutes de notre sommeil, et puis les noter. Les noter sans exclusive. Noter surtout, au-delà de l'histoire, les détails, mais surtout les impressions. Quelle impression, dans quelle impression psychologique vous étiez, euphorie, joie, découverte, peur, enfin, vous notez ça. Donc, vous mettez dans quel état d'esprit j'étais. Voilà. Ça, vous savez, Ouais. c'est déjà, ça veut dire que, en fait, chaque matin, on a une moisson. C'est-à-dire que on rencontre des difficultés, et puis la nuit, on a les réponses. Avant, la plupart du temps, vous regardiez ailleurs. Vous n'alliez pas chercher la réponse là-dedans. Là, vous allez dire, mais finalement, j'ai maintenant une sorte de lampe d'Aladin qui me résout mes problèmes et je vais m'y intéresser. Je vais m'y intéresser parce que il travaille pas pour rien, mon subconscient. Donc, le mieux, c'est de s'endormir, de poser de quoi écrire à côté, à côté de son lit. Oui, voilà, c'est ça. Noter, de ne pas, dès les premiers instants, ne pas ouvrir les yeux, repenser aux derniers instants, aux flashs qui nous restaient dans notre tête, des bribes, j'appelle ça, et puis essayer de remettre dans sa tête les morceaux de bribes, de souvenirs qui nous reviennent du rêve. Ils reviennent. Si on bouge pas, ils reviennent. Si on bouge, ils sont perdus. Le moindre mouvement fait qu'on a un changement d'état de conscience. Les ondes cérébrales ne sont plus les mêmes. Et comme ce sont des informations éphémères, le rêve est oublié. Ouais, mais pour écrire, on est bien obligé de bouger. Donc, il faut d'abord se Non, mais lever. quand on a fait le rappel dans sa tête, on ne bougeait pas. On refait le scénario, où est-ce que j'étais, avec qui j'étais, qu'est-ce que je faisais, on s'interroge, on se pose des questions, mais sans bouger, en les yeux fermés. Et là, les réponses reviennent. Quand on a retrouvé dans sa tête le scénario, ou les scénarios, eh bien, là, on peut bouger. L'important, c'est de faire un petit effort de rappel. Donc, de se poser les questions, qu'est-ce que j'ai Oui, fait, avec oui, qui on j'ai fait, s'interroge. ça aide. Où j'étais, qu'est-ce que je faisais, dans quel état. Et là, souvent, on a un petit morceau du rêve, on se dit, tiens, je pensais à ça, hop, mais qu'est-ce que je faisais, j'étais avec qui? Et puis, hop, on a le déroulé qui revient. Mhm. Ok. Voilà. Donc, Donc, allez, j'espère que cette intervention, en tout cas, vous a apporté des réponses ouais. et que ça vous a appris Ouais. Bah, que moi, vous aviez, ouais. au fond de vous-même,
une sorte de vase de solutions et que maintenant vous allez pouvoir les utiliser. Mais je trouve ça très riche, Didier, parce que justement, l'autre soir, là, il y avait pas mal de gens qui disaient qu'ils n'arrivaient pas à se souvenir de leurs rêves et tout ça. Et ce qui me frappe ce soir, moi, c'est vraiment, bah, justement, oui, que effectivement, les rêves, c'est pas très important en fait. Et voilà, cette importance-là qui est devenue claire. Voilà. Si on ne s'y intéresse pas, on les oublie. Il faut inverser l'explication. Les gens qui ne s'en souviennent pas, c'est parce qu'ils ne s'y intéressent pas. Le rêve s'approche de notre mémoire dès lors où on y a un intérêt. Comme l'exemple de la fameuse expérience qui avait été faite avec un hypnotiseur en disant vous allez rêver cette nuit des numéros. Eh bien, les 95% des gens se sont rappelés de leurs rêves dans la nuit. Non pas des numéros, parce que c'était une sorte de stratagème, mais l'expérience a démontré que dès lors où on s'intéresse à ses rêves, on s'en souvient. C'est ça. Ah, c'est top. Et j'ai hâte. Donc samedi, on va vraiment apprendre les protocoles pour influencer ses rêves et tout ça. C'est génial. Oui, C'est top. Je oui. trouve ça vraiment, c'est voilà. J'ajouterais juste une chose, c'est que lorsqu'on fait une intervention sur les rêves, il y a un phénomène qui est assez étonnant, c'est que la majorité des gens nous disent le lendemain, ah ben ça c'est incroyable, je me suis rappelé de mes rêves. Tout simplement, ils s'y sont intéressés. Parce que l'intérêt de la conférence, de l'intervention, du sujet, c'était les rêves. Donc, pendant une heure ou deux, ils s'y sont intéressés. Eh bien, la nuit suivante, beaucoup nous disent waouh, je m'en suis rappelé. Voilà. Ah, c'est chouette. Ah, c'est top. Donc samedi, on prendra un moment aussi pour partager ce que vous avez vécu depuis ce soir, en fait. Voilà. Mm. OK. Super. Bah, merci beaucoup. Vous voulez dire, je crois que c'est dimanche. C'est samedi l'atelier. C'est samedi, ah pardon, mais c'est Oui. moi j'ai besoin de rêver pour mon Voilà. information rentrer dans mon cerveau. Alors. Ouais, samedi à 17h. Ouais, 17h. Ça, par contre, c'était 17h. Eh bien, je vous souhaite une très bonne soirée. J'espère que vous avez appris quelque chose. Merci de me laisser un petit message bah, le pour chat, ça fonctionne donner votre avis, à en tout fond. cas sur le ressenti de cette intervention. Et si vous avez appris des choses et que c'était clair, parce que c'est pas toujours évident d'aborder un sujet comme celui-là avec clarté, mais Ouais. bon, votre feedback m'intéresse. Bah alors le chat il fonctionnait pas, il fonctionnait, etc. Enfin, je sais pas. Mais oui, 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 oui. Bon. Écoutez, maintenant, je vous laisse pour la soirée, pour certains, et puis vous dis à très bientôt. Oui, voilà. Bah merci beaucoup Didier. Donc bah n'hésitez pas, si vous n'avez pas accès au chat, bah, à envoyer un mail pour dire ce que vous avez vécu et comment vous avez vécu ça. Faire un feedback que bien sûr je transmettrai à Didier avec un grand Avec plaisir. plaisir. Merci beaucoup Didier pour tout ça, pour cette richesse. Et Très bonne soirée à vous. très bonne soirée à tous et à toutes. Au revoir. Dormez bien et beaucoup de rêves. C'est ça, surtout beaucoup de rêves.